c'est pas si dur que ça quand même. Ne vous êtes-vous jamais demandé si avec notre expérience des motos, le permis serait plus facile? Je me suis posé cette question il y a peu durant une discussion familiale, et j'étais convaincu de mes paroles. Ça fait 10 ans que je pratique le permis A, et 20 ans que je roule en 2 roues. Il est évident que le permis serait facile. Et vous avez toujours des gens qui vous diront le contraire. Il fallait trancher. Évidemment que c'est facile quand tu as l'habitude de conduire ta moto. J'ai donc contacté Franck, qui, il y a 10 ans, m'a fait passer mon permis moto. Je m'en souviens comme si c'était hier. En même temps, c'était presque hier. Franck a accepté de partager du temps et de tester mon expérience à des fins de sensibilisation. Persuadé de ma bêtise, j'y suis allé confiant. Le permis A2, ça a bien changé. Si vous avez l'âme d'un motard, il vous faudra passer par le permis pour en conduire une. Mais avant tout, c'est quoi le permis A2? Pour comprendre le permis A2, j'ai fait appel à Franck de l'entreprise Bollé 99 qui va nous parler un petit peu plus clairement de tout ça. Donc Franck, aujourd'hui, c'est quoi le permis A2? Donc le permis A2, c'est tout simplement avoir le droit de conduire une moto qui fait 35 kWh ou 47,5 chevaux avec une moto non débridable à plus de 2 fois sa puissance. Donc on ne peut pas acheter une moto de 97 chevaux et la brider directement? Non, on n'a pas le droit. Au niveau des évolutions du permis moto, donc moi je vois, il y a à peu près moins de 10 ans de ça, j'ai passé mon permis moto. C'était pas le même plateau, c'était pas le même code de la route, on utilisait encore le code de la route voiture pour le permis moto. Aujourd'hui, les évolutions, on est en 2024, qu'est-ce qu'il y a eu comme gros changement, on va dire, par rapport aux gens qui ont eu le permis il y a, on va dire, 5 ans de ça à peu près? Donc il y a quelques années, on devait passer donc le plateau. Dans le plateau, il y avait 4 épreuves. Il y avait donc la maniabilité. Donc on poussait la moto, on la ramenait, ça nous donnait une note qu'on appelait la poussette à l'époque. Ensuite, il y avait le lent. Si on réussissait, on passait à l'allure qu'on appelait rapide. Et ensuite, il y avait les fiches. Sauf que depuis peu, maintenant, il n'y a plus les fiches. Ça a été remplacé par le code moto. Et donc, il n'y a plus d'équivalence entre le code voiture et le code moto. Donc c'est un code qui concerne spécialement que la moto, concrètement. Ouais, c'est le code de la route, mais vu par les motards. Donc on arrive à un stop, c'est pas est-ce que je dois m'arrêter, mais c'est est-ce que mon approche de l'intersection est bonne ou pas. En fait, c'est le résumé des 20 fiches qui étaient à l'origine, puis 12, et puis maintenant, il n'y a plus de fiches. Pour la partie pratique, maintenant, on présente un exercice du début jusqu'à la fin, qui réunit en fait la poussette, le lent, la partie avec passager, la partie évitement, la partie slalom, et la partie freinage d'urgence. Le plateau se fait toujours en plusieurs étapes? Non. Ou il se fait en une seule fois et il faut enchaîner tout d'une traite? Une seule traite. Alors on a la poussette qu'on fait au tout début qui nous permet de déterminer le nombre de pieds qu'on aura le droit pendant tout le parcours qu'on aura à faire. On présente le parcours une première fois. C'est convenable, on arrête là. Si c'est pas convenable, on refait une deuxième fois. On a le droit à 2 essais. Et pendant les 2 essais, on a le droit à 3 pieds. On a toujours un système de notes avec le A, le B et le C éliminatoire? Oui, on a toujours un système de notes. C'est-à-dire que soit c'est bon, on arrête là, on n'aura pas le deuxième essai. Soit c'est moyen et c'est bon. Soit c'est éliminé, ben voilà, il faut refaire une deuxième fois. Si on tombe au premier essai, il n'y a pas de deuxième essai. On n'a pas réellement de droit à la marge d'erreur et il faut être préparé totalement pour pouvoir, pour pouvoir le passer correctement. Oui. Le fait de tout présenter d'un seul coup, ça demande quand même un peu de concentration. Il faut mettre toutes les techniques les unes au bout des autres et les enchaîner. Alors qu'avant, on faisait le lent, on s'arrêtait, on pouvait se concentrer sur une partie, voilà. Que maintenant, il faut tout faire, tout enchaîner, quoi. Aujourd'hui, on passe le plateau, on réussit son plateau. Comment ça se passe pour la suite du coup? Donc du coup, tu as le plateau, tu dois après passer l'épreuve circulation. Et une fois qu'on obtient l'épreuve circulation, alors attention, hein, l'épreuve circulation, elle est notée. Donc tu es noté sur 27 points, il te faut minimum 21 points et pas de faute éliminatoire pour avoir la circulation. Et une fois qu'on a ça, on a le droit de rouler. La circulation, c'est une étape à part, c'est-à-dire que si je suis éliminé à la circulation, je peux repasser seulement que la circulation ou je suis obligé de refaire tout l'ensemble? Non. Une fois qu'on a, si par malheur on loupe la circulation, on a le droit à 5 présentations en circulation avant de refaire le plateau. On a réussi notre examen, ça nous laisse la possibilité donc du coup de conduire une moto bridée
en Oui. permis A2. Oui. Comment ça se passe pour la suite des événements, on va dire, la durée qu'il va y avoir sur le permis A2? Qu'est-ce que je peux conduire derrière et comment je peux le conduire derrière? Une fois qu'on a le permis A2, moto bridée, si je veux conduire une moto qui serait libre, il faut refaire une formation en auto-école de 7 heures. Cette formation, on peut la faire que 2 ans après. Cette formation de 7 heures qui permet de conduire justement une moto donc en permis A, je suppose, Oui. Elle se fait auprès d'une auto-école aussi? Oui, Ça, c'est- agréée. Ok, Labellisé, pardon. En gros, c'est de la sensibilisation à la sécurité routière. D'accord. On refait de la théorie, on refait de la pratique, on refait de la maniabilité. Donc il n'y a plus d'histoire de j'ai conduit une 125 pendant 10 ans, je passe mon permis aujourd'hui, je suis plus bridé en A2, ce qui a été mon cas. J'ai immatriculé une moto en 125 cm3 pendant 10 ans. Ça m'a permis en fait de passer mon permis moto sans être bridé en A2. Si quelqu'un a le permis 125, j'ai dit le permis, pas la D'accord. formation. Hein, Pas le permis. l'immatriculation. Le permis 125, c'est le permis, pas la formation. Parce qu'aujourd'hui, on peut aussi faire une formation de 7 heures pour avoir le droit de conduire une 125. Ok. Si on a le permis voiture depuis plus de 2 ans, on fait une formation d'auto-école de 7 heures et on a l'autorisation de conduire une 125. Par contre, si on a passé le permis 125, l'avantage, c'est qu'on n'est pas soumis aux 20 heures pour le permis A2, mais on n'a que 15 heures obligatoires à faire. Une moto auto-école aujourd'hui, elle se présente comment? En différence, je parle, par rapport à une moto normale. Parce que je pense que quand on conduit là-dessus et qu'on n'a jamais conduit une moto, on a notre permis et que demain on achète une moto, on n'a plus du tout le même comportement routier sur une moto normale, on va dire. Déjà, on modifie le centre de gravité puisqu'on rajoute du poids sur la moto pour les protections. Ces protections-là, je ne connais aucun élève qui les garde s'il achetait une... Elles sont pourtant pratiques. Mais par contre, voilà, les protections qui sont là, et là, on peut les faire monter. Ça modifie le poids et donc le centre de gravité et donc les réactions de la moto. Il y a un autre paramètre aussi, c'est que quand on a appris à conduire, la position sur la moto n'est pas forcément la bonne et on se retrouve confronté après à des difficultés qui ne devraient pas être si on n'avait pas de mauvaises habitudes. Petite question assez étrange, mais imaginons, je souhaite passer mon permis moto. J'ai une moto qui n'est pas du tout le style de moto qui correspond aux auto-écoles. Je parle d'une sportive, je peux parler d'un trail, un maxi-trail par exemple, pour vraiment être dans la différence. Est-ce que moi, demain, je peux venir avec ma moto passer le permis? Dans une auto-école, il faut qu'il y ait un contrat ou que la moto elle appartienne à l'auto-école pour être assurée. Tu insistes vraiment, tu veux faire sur la Transalp, il va falloir que moi, on se fasse un contrat de location et que je l'assure, parce que sinon, je n'ai pas le droit. Mais en soi, ça pourrait être possible. Il y a quand même une grosse différence, on va dire. Aujourd'hui, entre tu as le ça. droit de passer le permis en candidat libre. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Ah oui, ok. Donc, tu Effectivement. as le droit d'aller avec ta moto. Alors, comment ça se passe? J'en sais absolument rien, parce qu'en moto, je ne vois pas comment c'est faisable pour pouvoir s'entraîner, parce qu'il faut avoir la piste, il faut avoir l'équipe, il faut Un avoir grand tout. terrain. Voilà. Un grand Et puis, il terrain. va falloir y aller. Comment on peut s'entraîner sur la route en candidat libre s'il n'y a pas un moniteur derrière, quoi. Oui, parce qu'en plus, le plateau, c'est assez réglementé quand même, je pense. Donc, Le plateau on ne peut et pas la le route. faire chez soi. Et, Et la route, ouais, la route, la surtout. circulation, on fait comment? Ouais. Légalement, on a le droit de le faire. Donc, on peut le faire avec n'importe quelle moto. Pour en revenir à la passerelle du permis A2 au permis A, aujourd'hui, on doit repasser par une auto-école, ce que tu nous disais tout à l'heure, pour passer justement cette fameuse passerelle. Comment ça se passe? On a une moto qui est toujours en auto-école ou est-ce qu'on a une moto qui est totalement ouverte, on va dire, il n'y a plus des crash bars, il n'y a plus tout ça? Comment ça se passe de ton côté à toi? Alors, nous, de notre côté, c'est une moto un peu plus puissante, puisque c'est la grande sœur de celle-ci, c'est une 650 CB, sans les protections, puisque nous, on part du principe que les gens qui viennent nous voir, ils ont déjà conduit une moto et que, en principe, on a pu les former de la même manière. Attention quand même, hein, parce que l'idée, c'est quand même de former les gens et on ne sait pas qui on va former. Quelqu'un qui roule tous les jours en moto et qui vient nous voir, c'est pas le même discours que quelqu'un qui vient nous voir et qui a passé son permis il y a 2 ans et qui n'a pas roulé depuis 2 ans. Et puis il y a l'expérience des 2 années où on est un petit peu, je dirais, foufou avec sa Oui. moto. Et quand on arrive, on se dit c'est juste une passerelle à passer, c'est bon. La majorité des gens viennent comme ça. Si notre dialogue est bon, ils repartent en se disant « Ah, c'était quand même pas mal ». Notre rôle là, c'est vraiment de faire de la sensibilisation. Oui. Et l'exemple simple, c'est on a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour acheter des motos hyper puissantes. Il ne faut pas oublier que les règles de la route, elles sont là pour une 650 ou une sportive. Et qu'une sportive, aujourd'hui, un R1, hein, eh ben, si on veut, on utilise la première sur la route et qu'on n'utilisera que la première parce que c'est tellement puissant que c'est quand même assez compliqué d'avoir les nerfs suffisamment présents pour se dire bon, il faut que je roule ici à 90, là à 50, là à 30, là à 130.
Voilà, quoi. Après, c'est des choix assez personnels, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confortablement installées comme moi sur des trails, d'autres plus sur des roadsters pour le côté un petit peu plus polyvalent, on va dire, Ouais. et d'autres sur des sportifs pour le côté où ils ont un tempérament à avoir ce genre de bécane, et c'est leur truc. Alors, Tout il y le a monde ne look roule aussi, pas hein. vite, je pense, quand même, avec Il y a leur le moto. look, hein. Donc du coup, c'est vrai que le choix de la moto pour faire la passerelle est un peu particulier parce qu'il faut plaire, et il faut que ça soit utile, et il faut que notre discours soit cohérent. Acheter un R1, ce serait faisable. Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à quelqu'un qui veut passer le permis moto, quand il va se renseigner dans une moto-école? Qu'est-ce qu'il doit, on va dire, prendre en compte pour pouvoir arriver à signer, je dirais, le contrat avec l'auto-école? C'est le choix de l'auto-école. En Le gros. choix de l'auto-école, Ouais, oui, tout ok. à fait. Alors déjà, moi, je pense que la première chose, c'est de se déplacer et d'aller voir comment on se sent dans l'auto-école. Comment on va pouvoir s'organiser dans l'auto-école. Après, forcément, il y a le tarif, il ne faut pas se voiler la face, hein, le tarif, il rentre. Mais le tarif, ça ne fait pas tout. Parce que aller dans une auto-école avec un tarif bas et que finalement, on vous rajoute des heures, à la fin, le tarif, il n'est pas si bas que ça, quoi. De toute façon, il y a l'évaluation à faire obligatoirement au départ. Attention avec l'évaluation, parce que dire aux gens, je vais vous former en 20 heures, puis finalement, les gens le font 40 heures. Moi, je conseille aussi d'aller assister à un cours ou deux, voir comment ça s'organise, parce que il y a des gens, les auto-écoles qui prennent 6 élèves d'un seul coup, ça peut être utile pour certains élèves. Des auto-écoles comme nous, où on prend 1 ou 2 élèves à la fois, quand vous avez besoin d'être suivi, c'est certainement plus intéressant. Ouais. Voilà. C'est peut-être même plus adapté pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec une moto, et justement, les cours en individuel, plus individuel, on va dire, sont peut-être plus sympas dans le sens où ses faiblesses, elle peut les travailler gentiment sans copier sur les autres, sans vouloir impressionner les autres, et de là enregistrer des bêtises, je dirais, sur la façon de conduire. Une dernière question, Franck, après on va passer un petit peu au plateau. Est-ce qu'on prend en compte la moto que la moto-école nous présente pour passer notre permis dans cette auto-école-là? Est-ce que le choix de la moto de celle-ci a une forte importance, ou est-ce que concrètement elles se valent toutes et c'est juste une idée reçue que de se dire que c'est plus joli, plus puissant, quoi? Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Moi je vais être plus à l'aise sur un Transalp que là-dessus. Oui. Sauf que moi j'ai des années d'expérience, donc ça ne me posera plus de soucis. La demoiselle, si elle va dans une auto-école avec que des motos hautes, il n'y arrivera jamais. Ça m'est moi arrivé de dire à des gens, je ne peux pas vous former. Je peux pas parce que la personne elle touche jamais par terre. Ça sert à rien. Les motos sont pas adaptées, quoi. Voilà. Il y a des motos qui sont rabaissées. Nous, on a une moto qui est rabaissée. Maintenant, il ne faut pas oublier que se former sur une moto rabaissée, c'est joli, c'est bien. Sauf que derrière, il va falloir acheter une moto rabaissée aussi. Oui, le choix de la moto va avoir un intérêt quand même. Quand il a fallu choisir les motos, par exemple, la MT-07 était en vogue. Moi, je n'ai pas voulu passer sur la MT-07 parce que l'embrayage, je le trouve un petit peu... il faut être hyper précis. Donc, comme on tombe sur des élèves qui débutent, l'embrayage, c'est un point difficile. Former des gens sur des motos trop simples, est-ce que c'est bien ou pas? L'ABS, aujourd'hui, toutes les motos ont l'ABS. Les gens n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des motos encore avec l'ABS. Ils se retrouvent à rouler avec des motos qui n'ont pas l'ABS. Est-ce qu'ils savent freiner ou pas? Avant, on savait freiner, mais bon, ça dépend du budget de chacun sur sa moto derrière, en fait. Ouais, et puis ça dépend de la formation, de ce qu'on a enseigné, de comment on a réussi à faire passer le message. Parce qu'après, il ne faut pas se voiler la face, hein. On peut faire tous les messages du monde. Si l'élève n'a pas envie d'être formé, il n'a pas envie d'être formé, hein. On va passer à la pratique. Ça va être un petit peu différent. On a une belle météo aujourd'hui qui permet d'avoir une pratique très formatrice, on va dire. On a eu une grosse rincée de pluie tout à l'heure. Là, la piste est un peu mouillée, donc ça va nous permettre de voir un petit peu ce que ça donne 10 ans plus tard, de repasser le permis moto.
éviter de me ridiculiser devant la difficulté que je sens arriver, Franck me propose gentiment de faire une reconnaissance du terrain à pied. Ça n'a pas l'air si difficile, et fort de mon expérience, ça me semble largement faisable. Bien se souvenir du parcours, c'est la base. Mais entre ce qu'on imagine et la réalité, il n'y a qu'un pas. Franck est confiant, il connaît bien le monde de la moto, il connaît le parcours sur le bout des doigts, et me fait part des erreurs à éviter, et de la conduite à tenir afin d'éviter la chute. Sa pédagogie et ses compétences m'avaient déjà dirigé vers lui il y a 10 ans, et je ne regrette absolument pas. Même si je dois vous avouer que les mauvaises habitudes se sont bien installées. Par facilité peut-être. Je m'équipe et je vais enfin pouvoir montrer aux autres que mes habitudes en moto ne sont en aucun cas le reflet d'une bonne conduite. Il s'agit ici de gagner des jokers. Pousser la moto, sans l'aide du moteur, sur une distance définie sans toucher au plot, sans faire tomber la moto en avant et en arrière. Sans faute sur ce parcours plutôt simple, vous gagnez la possibilité de poser 3 fois le pied au sol lors des futurs parcours. Pensez à béquiller à l'arrivée. Le lent, c'est la partie que je redoute. Je ne connais pas la moto et pas évident de trouver l'équilibre. J'ai le droit de poser les 3 pieds par terre, au vu de mon résultat précédent. Pour la première partie, il s'agit de parcourir une distance entre plusieurs piquets à allure très lente, sans chuter et suivant vos jokers, sans poser le pied au sol. En un minimum de 16 secondes pour obtenir la note maximale, entre 14 et 16 secondes pour un score moyen et en dessous de 14 secondes pour le foiré. Ici, autant vous dire que c'est la cata pour ma part. Mais ça ne s'arrête pas ici. Il s'agit maintenant de placer la moto à l'intérieur des cônes de l'évitement, histoire de vous donner un avant-goût de ce qui vous attend pour la suite. Aucune notion de vitesse ici. Il faut prendre son temps et aller chercher à faire un demi-tour en s'arrêtant pour effectuer le démarrage en tournant. Facile dans le principe, mais quand on vous dit que le regard est important, c'est que c'est important. Si le trottoir attire votre œil, la trajectoire n'en sera pas bonne. Et c'est la faute. Dans le parcours du plateau, on aime les demi-tours. Une fois le démarrage guidon tourné effectué, il vous faudra boucler la boucle avec un énième demi-tour avant le plot. Sans vitesse imposée, il s'agit d'aller chercher les plots au bout de la piste, par la gauche, pour un nouveau demi-tour avant, cette fois-ci, la partie avec vitesse imposée. Le retour, c'est la partie freinage. 3e vitesse engagée avant le dernier plot, puis maintenir les 50 km/h, jusqu'à la ligne rouge. Je vous rassure, c'est la partie qui m'a semblé la plus simple. Mais attention, 50 km/h au radar, ce n'est pas 60, ni 40. Le tout étant de les atteindre rapidement pour se concentrer sur le freinage. Pas comme moi, occupé à regarder le parcours, je passe le radar comme un touriste. L'étape du passager n'est pas à négliger. Le déséquilibre peut être important et bien sûr c'est à allure lente encore une fois. Ici c'est Mélanie qui sera chargée d'être ma passagère pour ce parcours. Et au vu de mes résultats sur la totalité du parcours pour le moment, il faut être courageuse. C'est parti pour un slalom non chronométré, pour finir, sans avoir posé le pied, dans l'emplacement délimité. Un bon équilibre et de rigueur ici. L'étape du rapide. Quand on débute la moto, c'est la partie qu'on préfère généralement. L'équilibre est bien plus sympa lorsque la moto roule. L'idée ici, c'est de faire un slalom en commençant à droite du premier plot pour arriver à droite au demi-tour. Et là, en général, l'appréhension vous envahit. On sait ce qui nous attend, l'évitement à 50 km/h en 3e. Simulation d'une circulation en ville et d'une porte qui s'ouvre, sans shooter les plots évidemment, et on s'arrête gentiment dans l'encadré bleu. Félicitations, vous venez de finir le parcours du plateau. Mes résultats étant très mauvais,
Et pour ne pas avoir d'excuses, je souhaite tester l'expérience avec ma moto. Je la connais, je la maîtrise un minimum, donc ce sera les doigts dans le nez. Mais est-ce vraiment la moto ou la maîtrise qui donne des résultats ? First time around was a sinner, and you let me know. Second time around was a winner, now it's raining gold. Champagne showers laced with poison, how am I the last to know? Third time around was a given, but did I need any more than I've already got? Outpacing my intuition, screaming go, go, go. Must be a sick exhibition, some kind of messed up show. Cheer me on to watch me burn out all night until the sun's up. Cut deep and twist like a thriller, but did I need any more than I've already got? Take my hand away from me, yeah. I'll let you, 'cause I'm so addicted to this. La circulation en conditions réelles de conduite est la dernière étape du permis. Pour certains, c'est la partie la plus facile, mais c'est une étape importante. Il s'agit de mettre en pratique, parmi les usagers de la route, tout ce que vous avez appris avec votre moniteur. Votre allure, vos trajectoires, le respect du code de la route, votre autonomie, la maîtrise de la moto ainsi que des commandes et votre comportement seront évalués. C'est un parcours tout aussi important que le plateau. Là, on est sur une première leçon de conduite en circulation. Non, on n'est pas sur une première. On va aller travailler ce qu'on appelle les trajectoires de sécurité, qui n'étaient pas enseignées de la même manière sur l'ancien permis. Les trajectoires de sécurité ont beaucoup d'intérêt, puisque, bon, déjà pour la sécurité du motard, hein, et pour l'examen, il faut savoir que ce matin on a vu, c'est 27 points, il faut 21 points pour avoir le permis. Trajectoire de sécurité, c'est noté sur 3 points. Donc là, comment tu observes un élève qui est sur sa moto, si par exemple, je dis une bêtise, quelqu'un s'insère entre vous deux, tu peux plus l'observer concrètement? Eh ben, soit je l'arrête à la radio, ok, soit je lui demande d'adapter l'allure pour qu'il se fasse dépasser, ou alors si la sécurité est assurée, si j'arrive à le voir, bah, on continue comme ça, puisque l'élève, lui, va être aussi confronté à des gens qui vont le suivre dans la vie de tous les jours. C'est déjà arrivé que tu es un élève un petit peu trop autonome, qui ait pris la décision de... Oui. On a de te devancer un petit peu. On a des élèves qui ne veulent pas écouter ce qu'on leur demande, hein. Donc du coup on est obligé d'agir, on est obligé d'arrêter, on est obligé de sévir des fois, hein. Okay. Voilà. C'est quand même sa sécurité qui est en jeu. Donc là la situation type en fait complètement quand on débute, c'est qu'on regarde droit devant soi ou son compteur et à droite. Et à droite. Là le petit piéton qui traverse au moment où on sort du rond-point. C'est pour ça, là c'est pas une première circulation, on a déjà roulé ensemble. Ouais. Après la circulation, il y a beaucoup de cours où c'est du général, et il y a des cours où c'est que du truc particulier, c'est que des thèmes particuliers. Le mieux c'est de faire thème par thème. Et on va aller à gauche. Donc les contrôles on les a déjà travaillés pour sa sécurité.
Ouais, tu surveilles un petit peu les contrôles quand même. Ah bah tout le temps. Tout le temps que moi je dois essayer d'anticiper sur ce que lui va penser. Parce que là, s'il veut démarrer, je dois être prêt à le retenir s'il ne faut pas y aller, quoi. J'ai pas d'autre solution que l'anticipation et crier dans la radio. Donc tu n'iras pas trop vite, c'est parce que nous on est à l'arrêt au dépassage. Donc tu te laisses dépasser parce qu'il y a le camion, donc du coup on va être embêté en vision direct. Donc là, par exemple, en période d'examen, ça peut être le même souci aussi. Ah c'est ça. Sur la circulation, c'est à toi de dire l'élève de s'arrêter. C'est l'inspecteur. En examen, pense à ton angle mort, ouais, merci. C'est l'examinateur qui, lui, a la radio et moi je suis là juste pour conduire. Comment ça se passe? Il y a une vitesse à limiter pour le stagiaire devant? Il est jeune conducteur, donc 80 hors agglomération, mais de toute façon, dans la majorité des routes en Sarthe, c'est 80, sauf s'il y a la signalisation qui dit 90. Mais de toute façon, nous, on est jeunes conducteurs, donc 80. Et sur la 2 voies séparées par interplein central, sauf contre-indication, bah, c'est 100 pour lui. Donc là, la trajectoire, elle n'est pas bonne, hein, on est d'accord, Gilbert? Ouais. Qu'est-ce qui n'allait pas dans sa trajectoire? Alors, quand on est hors agglomération, on doit rouler un tiers à droite de la voie, d'accord? Et on doit agrandir le virage pour avoir le maximum de visibilité et plonger que lorsqu'on voit la fin du virage. Si on était en agglomération, il faudrait qu'il se place plus au milieu de sa voie. Avant, on enseignait trajectoire piste, ce qu'il a fait là. Comment tu estimes qu'un élève il est prêt à sa première leçon de circulation? Ah bah, à partir du moment où il sait utiliser correctement la moto sur le plateau. Est-ce qu'il sait utiliser l'embrayage? Est-ce qu'il sait freiner? Parce que s'il ne sait pas freiner, c'est bien beau, hein, tout le monde sait accélérer. Oui, en général. Oui. Voilà. Donc, le virage qui arrive, on va s'écarter légèrement à gauche. Allez, écarte-toi. Voilà, attention, parce que là, du coup, on garde son coussin de sécurité. On s'écarte un petit peu, tu vois la fin du virage, hop, tu repiques à l'intérieur. Voilà, impeccable. Les virages qui vont venir sont un petit peu plus compliqués, on est bien d'accord. Donc, du coup, en plus, tu penses à adapter ton allure. On serait un petit peu tenté de faire un peu comme dans les films où on y va, on assaisonne, on voit ce que ça donne. C'est là que nous, on doit réagir très vite, en fait. Ouais. Voilà, ok. Et donc, on prépare le prochain. Ok, voilà. On fait demi-tour, on va le déposer au... Est-ce que tu as déjà eu plusieurs motos devant toi, tout seul, comme ça? Oui, parce qu'on a le droit jusqu'à 3. Comment tu fais pour gérer les 3 conducteurs? Tu mets un lièvre, on va dire, devant, qui maîtrise un peu mieux Celui qui est le plus à l'aise devant, celui qui est le moins à l'aise entre les deux. Voilà. En sachant que tu préviens que celui qui est devant va assurer le rythme, mais que tu vas le retenir en fonction du deuxième élève, puisque si le deuxième il peut pas suivre le premier, qu'il aille pas à l'erreur. C'est vrai que contrôler avant de mettre son clignotant, c'est pas quelque chose de naturel. Mais ça n'empêche que si tu veux, dans l'idée on indique parce qu'on peut le faire, parce qu'on va le faire. Donc pour savoir si on peut le faire ou si on va le faire, c'est qu'on a contrôlé. C'est pour ça que ça se fait dans cet ordre. Donc là, le risque concrètement, c'est qu'il ressorte trop tôt de son virage. C'est que là, il n'a pas de visibilité. Là, il est obligé de forcer pour garder sa trajectoire. Et quand il ressort, regarde, il ressort très large. Donc là, c'est pas la bonne trajectoire, on est d'accord? Refais la même truc. Là, il est obligé de forcer pour pouvoir garder sa trajectoire et il finit très large. Ce qui posait des problèmes, entre autres, parce que les gens, lorsqu'ils arrivaient vite dans les virages, soit ils faisaient des tout droits, soit quand ils croisaient un camion, bah, ça ne le faisait pas. Ah oui, effectivement, oui. Un peu comme en montagne, on voit voilà. Très souvent. Alors méfie-toi quand même, hein, parce que celui-là, avec l'erreur de trajectoire, il est dangereux. Donc, du coup, voilà, là tu es bien placé. On pense bien garder un coussin de sécurité s'il y a quelqu'un qui vient en face. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui vient, écarte-toi un peu moins. Voilà. Là tu peux te repositionner. Hop, on attend, on voit la fin du virage et hop, on repique. Voilà. Pareil de l'autre côté, on reste large. Donc comme le virage est à gauche, on reste à droite. On ralentit, en regardant bien loin. Tu vois la fin du virage, hop, tu repiques à l'intérieur. Pour conclure, le permis A2 reste à la portée de tous. Le choix du moniteur est important pour l'apprentissage. Revivre cette expérience 10 ans après mon permis aura été très enrichissant. On découvre nos mauvaises habitudes portées par la facilité. Et remettre le pied à l'étrier reste bénéfique.
Un rappel, en quelque sorte, des gestes et postures ainsi que sur les trajectoires pour éviter les drames. Et ça ne fait pas de mal. Je remercie Franck et son équipe pour le temps accordé au tournage. Je vous mets tous les liens en description, évidemment. Quant à moi, 10 ans de permis moto n'auront pas suffi à repasser le plateau sans faute. Ce n'était pas aussi facile que je le prétendais. J'espère que ce format vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je vous laisse avec les images du plateau complet, de A à Z, et vous dis à la prochaine. D'ici là, soyez prudents. À bientôt.